Bonsoir, je m'appelle Nathalie Rudner et je suis la nouvelle directrice générale de l'APSO. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier webinaire de l'année scolaire 2024-25 avec notre partenaire Explore Learning. J'aimerais vous présenter notre session Révolutionner votre enseignement des STEAM avec Gizmo, présentée par Suzanne Saraya d'Explore Learning. Je vous invite à rester à l'écoute jusqu'à la fin de notre webinaire pour des nouvelles de Steo ou de l'APSO. Suzanne? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Il se peut que ça soit assez tard pour vous quand vous verrez cette présentation. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de comment on va révolutionner l'enseignement avec les gizmos. Donc je vais partager mon écran dans quelques secondes et vous allez me dire si vous pouvez voir mon écran. Et nous allons commencer par la discussion aujourd'hui. Alors, pourquoi ce thème? Aujourd'hui, vous savez que les élèves interagissent vraiment intensivement avec la technologie, tant dans la classe que dans leur vie quotidienne. Cette interaction est maintenant une partie permanente et même omniprésente dans notre société. C'est ce qui semble naturel aux étudiants. En conséquence, soutenir l'enseignement à l'aide de technologies améliorera et soutiendra un engagement accru des élèves. Et donc, nous allons aujourd'hui discuter un petit peu de ce sujet. Nous allons commencer par présenter pourquoi l'enseignement STEAM, puisqu'on parle de STEAM. Nous allons par la suite discuter de l'introduction des gizmos et leur impact sur l'éducation STEAM. Je vais vous donner un exemple d'utilisation de gizmos et nous allons créer un projet ensemble. Et à la fin, vous restez à l'écoute, nous allons vous discuter avec vous de la compétition mondiale Gizmos. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je vais vous parler des STEAM. Alors, dites-moi si vous pouvez le mettre dans votre chat box qui est juste en bas de votre écran. Pourquoi les STEAM? Selon vous, pourquoi est-ce que nous devons enseigner les STEAM? Alors, saviez-vous que nous préparons aujourd'hui nos étudiants à des métiers qui n'existent pas encore en utilisant des technologies qui n'ont pas encore été inventées pour résoudre des problèmes que nous ne connaissons même pas? Alors vraiment, nous avons un travail très dur en tant qu'enseignants pour résoudre ces problèmes. Et en fait, moins de 50% des étudiants qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires ont les connaissances nécessaires en STEAM pour poursuivre des études postsecondaires et donc obtenir un emploi dans ce domaine-là. Autrement dit, les étudiants d'aujourd'hui n'ont ni les connaissances ni les compétences nécessaires pour décrocher des postes de premier plan. Et ces postes de premier plan sont généralement, comme vous voyez par les statistiques que je vous ai mis sur l'écran, des carrières qui sont en STEAM. Pour moi, ce qui paraît très intéressant, c'est que 92% des garçons et 97% des filles perdront leur intérêt dans les STEAM s'ils ne sont pas immersés dans ces disciplines dès la 5e année ou avant la 5e année. Et en plus, seulement 35% des étudiants inscrits dans les programmes de STEAM dans le monde sont des femmes. Cependant, les initiatives de sensibilisation et d'immersion à un jeune âge ont montré qu'elles augmentent l'intérêt des filles pour les domaines de STEAM. Donc, c'est à nous, en tant qu'enseignants, de pousser les STEAM dans la classe. Alors, on a parlé beaucoup de STEAM, mais en fait, c'est quoi les STEAM? Les STEAM, c'est bien plus qu'un acronyme, bien sûr. L'éducation STEAM a pour but l'intégration des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour rendre l'apprentissage beaucoup plus collaboratif, créatif et novateur. Concrètement, cette approche nous permettra d'apprendre des disciplines scientifiques par l'expérimentation, par la découverte, le questionnement et vraiment le développement de la critique, de la pensée critique et séquentielle, ce qu'on appelle en anglais souvent, vous allez entendre dire le mot computational thinking. Et donc, c'est une façon plutôt ludique et expérimentale. Et il ne s'agit pas, par exemple, de mémoriser le tableau périodique des éléments ou juste d'appliquer une formule. Vraiment, l'objectif, c'est de découvrir des réactions de la nature et des technologies en croisant les différentes disciplines. Donc, l'apprentissage STEAM vous propose un apprentissage actif qui va développer la curiosité intellectuelle de vos élèves et qui va leur permettre de réaliser les expériences eux-mêmes. Donc,
ce qui va arriver quand on utilise l'éducation STEAM ou l'enseignement STEAM, c'est qu'on va développer ces compétences du 21e siècle qui vont encourager la pensée critique, la créativité, la communication et la collaboration. En même temps, nous allons pousser les élèves à travailler en équipe, à utiliser des technologies modernes et aborder des défis complexes de manière méthodique, mais aussi créative. Donc, en combinant les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, les STEAM vont vraiment préparer vos élèves aux carrières de demain et aux enjeux du monde réel. Maintenant, comment enseigner les STEAM? Quelle est la meilleure façon de le faire? La meilleure façon de le faire, ce sont d'utiliser des simulations. Parce que les simulations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les simulations vont favoriser ces compétences dont on vient de discuter. Pensez que nous sommes en train de passer d'une culture d'enseignement vraiment à une culture d'apprentissage, avec une orientation claire vers une éducation inclusive, basée sur les données, permettant à tous les élèves d'apprendre à leur propre rythme, partout et à tout moment. Donc, les simulations virtuelles vont vous offrir une méthode très efficace pour atteindre vos objectifs et soutenir la réussite des élèves. Donc, quand vos élèves vont utiliser ces simulations, ils vont transformer les concepts abstraits et en contenu visuel interactif très riche. Ils vont permettre à vos élèves de modifier des valeurs, de paramètres et voir les effets tout de suite. Il va vous permettre de suivre le progrès de vos élèves et en retour vous fournir des informations qui vont vous permettre de mieux adapter vos leçons à vos élèves. Et en plus, vous n'aurez aucun problème de sécurité, aucun problème de risque de brûlures, par exemple, comme moi j'ai eu dans toute ma vie, ou souvent dans ma vie, des brûlures de produits chimiques, mais aussi vous allez avoir beaucoup de coûts réduits. Et nous allons vous montrer tout ça. Donc, quelles sont les meilleures simulations qui existent aujourd'hui? Ce sont les gizmos. Avez-vous déjà entendu parler des gizmos? Savez-vous ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que sont les gizmos, je vais vous donner un petit tour rapide et puis nous allons sauter directement dans les gizmos eux-mêmes et nous allons vous montrer comment les utiliser. Alors, les gizmos sont plus de 550 simulations interactives en ligne qui sont axées exclusivement sur les maths et les sciences. Ils forment vraiment un outil indispensable pour l'apprentissage basé sur l'expérimentation, l'exploration et les questionnements en maths et sciences. Nos gizmos vont renforcer vos concepts, la compréhension des concepts clés et s'alignent parfaitement au curriculum de l'Ontario pour les programmes de maths et sciences. De plus, l'utilisation des gizmos va contribuer au développement des connaissances, des capacités de raisonnement, de résolution de problèmes, ainsi que des aptitudes dont les élèves ont besoin pour réussir et donc devenir des citoyens productifs et vraiment investis. Et ce qui est très intéressant à voir, si vous avez déjà utilisé les gizmos, c'est que quand les étudiants ou les élèves utilisent les gizmos, ils sont souvent très impliqués et ça va vous faciliter vos leçons. Bon, alors on a parlé des gizmos, explorons un gizmo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener je vais amener mon écran ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Je vais vous amener ma séance gizmos ici. Donc, vous pouvez voir que je suis déjà dans un de mes comptes. Alors, j'espère que vous pouvez le voir. Et ce que je vais faire, non, apparemment, ça ne veut pas me laisser faire ça. Donc, je vais vous amener ici. Et voilà, donc là, vous allez pouvoir voir comment vous enregistrer au Gizmos. Ce que j'ai créé pour vous, et je vais vous donner ça à la fin de la séance, un compte spécial qui vous permet d'avoir 90 jours, donc 3 mois d'accès complètement gratuit si vous n'avez pas de compte. La façon de procéder, ce serait pour vous de créer un compte à travers cette page-ci. On voit ici Sign up for free. Donc, je vais vous montrer aussi un petit truc que j'utilise souvent quand je fais le travail en français. C'est que je traduis tout ça en français et je lui demande de le faire. Et voilà, ça va traduire toute votre page en français et vous allez avoir accès à tout le matériel en français. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous inscrire gratuitement ici, vous connecter et vous allez pouvoir avoir accès avec le code que je vous donne. Donc, maintenant que vous êtes entré dans votre compte, que vous avez créé votre compte, vous allez arriver à cette page-ci. Cette page-ci, c'est la page de base. Dans cette page de base, vous allez voir, c'est un nouveau format que nous avons développé au cours des dernières années. Vous allez pouvoir avoir accès à vos classes, à vos cours,
et vous allez pouvoir explorer les gizmos ici. Et donc, si on fait une exploration par mots-clés ou par normes académiques, par exemple, moi je suis aujourd'hui en Virginie, mais si je veux changer, je peux changer vers d'autres pays, des États-Unis, ou par exemple, nous allons venir au Canada. Au Canada, nous allons arriver en Ontario, et en Ontario, nous allons voir les programmes d'études de sciences et de maths. Et comme vous voyez, les derniers programmes qui ont été adoptés sont sur cette page. Donc, si par exemple, vous êtes en 5e année, je donne un exemple, en sciences, vous n'avez qu'à cliquer sur 5e année et vous allez avoir le programme d'enseignement et les compétences en Ontario. Et donc, si vous utilisez, par exemple, euh, utiliser un processus de conception technique, vous pouvez donc à ce moment-là cliquer sur le gizmo qui va vous emmener vers la simulation nécessaire pour le curriculum que vous avez. Donc, nous avons fait tout ça pour vous. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Donc, si on veut travailler les phases de l'eau, nous pouvons cliquer sur le gizmo les phases de l'eau et ça va nous amener ici à cette simulation dans laquelle vous pouvez directement voir. La simulation elle-même est en anglais, mais bon, il y a très peu de mots en anglais. Donc, ce sera facile pour vous d'utiliser. Mais vous pouvez aller sur les leçons et comme vous voyez, nous avons un guide d'enseignement, vous avez une fiche d'exploration pour les élèves, une fiche de vocabulaire, etc. Et tous les objectifs d'apprentissage. À une autre façon de chercher, si vous connaissez l'objectif que vous voulez avoir, ou par exemple le domaine que vous voulez travailler, peut-être que vous voulez travailler dans les plantes. Et donc, si je mets le mot plante, vous allez avoir plusieurs gizmos. Et donc, si je clique sur le premier, vous allez vous retrouver dans la page. C'est une autre façon de trouver un gizmo. Alors, regardez comme ça. Si vous cliquez sur guide de l'enseignant, nous allons avoir un format PDF, mais vous allez aussi avoir des versions traduites vers le français qui existent juste ici, juste sous guide de l'enseignant. Et la même chose, vous trouverez pour l'élève. Vous allez avoir un guide ici en français. Donc, si vous pouvez l'ouvrir, vous cliquez sur français, vous allez pouvoir euh, le charger et vous allez pouvoir ouvrir le document en Word et ainsi, vous pouvez le modifier rapidement. Donc, nous avons tous ces documents qui sont ici pour vous en français. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Si vous avez un choix de gizmo que je pourrais vous démontrer, nous pouvons le faire tout de suite. Si vous n'avez qu'à mettre le nom du gizmo que vous voulez dans le chat, et moi, ça me fera plaisir de vous le démontrer. Sinon, je vais vous en choisir un à mon goût. Nous pouvons commencer par celui-ci puisqu'on y est là, et après, on ira voir un autre. Alors voilà, nous allons lancer la simulation. Et cette simulation a plusieurs objectifs. Donc, vous voyez ici, même vous allez tout de suite avoir accès à des questions d'évaluation en dessous. Et bien sûr, comme nous avons choisi le français, tout est en français. Donc, prenons un exemple. J'aime beaucoup cette simulation parce qu'en fait, on peut l'utiliser à plusieurs niveaux. Vous pouvez l'utiliser à un niveau de base, même avec vos élèves qui sont au petit jardin, et vous pouvez l'utiliser aussi au grade 9 et grade 10. Je veux dire, j'ai une fille qui est à l'université et qui, en biologie, est en train d'utiliser une simulation très similaire pour apprendre certains concepts sur les plantes. Ils sont en train de réviser et de faire leurs propres expériences. Leurs expériences sont un petit peu plus avancées, mais les concepts que vous allez avoir ici, l'idée d'une variable, d'une constante, etc., vont être transmises rapidement ici. Et vous pouvez vous imaginer qu'un élève qui commence très tôt à utiliser une simulation va pouvoir par la suite avoir des connaissances très avancées quand ils arrivent, disons, au niveau universitaire. Donc, examinons cette simulation ici rapidement. Nous avons plusieurs questions. Nous avons des plantes. Nous avons tous fait ça dans nos écoles. Hein. Nous avons des fèves ici, des tomates, etc., un fertilisant, du compost et des lumières et de l'eau. Voilà, on peut changer toutes ces variables. Donc, on peut augmenter et diminuer l'eau. On peut allumer et éteindre des lumières. On peut utiliser différentes graines pour créer cette expérience. Donc, quelles questions auriez-vous pour vos élèves? Une des questions pourrait être, quel est l'effet de la lumière sur la croissance, la hauteur d'une plante qu'on est en train de faire pousser? Est-ce qu'il faut beaucoup de lumière, très peu de lumière? Bon, la première chose, si on veut poser cette question, on veut y répondre, c'est de
d'essayer de créer une expérimentation. Quelle expérimentation pourrions-nous faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut, par exemple, choisir de d'utiliser une de ces graines. Donc, moi, je vais utiliser les haricots parce que les haricots, en fait, généralement, je sais qu'ils poussent et ils deviennent très grands, des très grandes plantes. Donc, je vais les mettre ici. Et par la suite, je vais garder l'eau exactement pareil. Je ne vais pas changer la quantité d'eau, sinon, nous allons avoir un deuxième paramètre qu'on ne peut pas contrôler. Par la suite, je vais mettre du fertilisant dans toutes les plantes et du compost. On peut créer d'autres expérimentations sans le compost et sans les fertilisants. Mais bon, dans ce cas-ci, j'ai envie de faire ça comme ça. Ça ne dérange pas. Si nous ne changeons aucune autre variable et nous gardons toutes les plantes exactement pareilles et nous faisons démarrer l'expérience, qu'est-ce que vous pensez que vous allez obtenir? Est-ce que vous allez obtenir des plantes qui vont pousser très haut? Est-ce que vous allez obtenir des petites plantes? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre hypothèse et pourquoi? Bon, vous voyez maintenant qu'on est en train de faire pousser les plantes et au bout de 50 jours, l'expérimentation termine et qu'est-ce qu'on va avoir accès? On va avoir accès à une plante, mais comme vous voyez quelque chose d'intéressant, on est en train de travailler sur la taille d'une plante. Regardez, elles ne sont pas exactement pareilles. Ça, c'est très important parce qu'en fait, dans une simulation, vous allez avoir des petites variations. Et cette petite variation est très importante pour développer la pensée critique chez vos élèves parce qu'on va jamais avoir deux plantes qui vont pousser exactement de la même façon. Même si vous faites cette expérimentation, je sais pas, je pense que c'est 1000 fois, au moins une fois, une des plantes ne poussera pas parce que nous avons inclus dans les données une semence qui est morte. Donc la graine n'est pas vivante et donc elle ne peut pas croître. Et c'est important pour avoir cet exemple devant vos élèves. Donc maintenant, on voit très bien comment ça fonctionne. Nous allons faire un petit changement. Nous allons changer la quantité de lumière. Donc ici, on va garder les 3 lumières allumées. On va en enlever une ici, 2 là, et on va complètement éteindre la lumière ici. Bon, pensez-vous qu'une de ces plantes ne croîtra pas? Est-ce que toutes les plantes vont croître? Laquelle de ces plantes-là, A, B, C ou D, pensez-vous, sera la plante qui sera la plus grande? Et pourquoi? Est-ce que ce sera celle qui est en pleine lumière ou celle qui n'est pas du tout en pleine lumière, qui est complètement dans le noir? Laquelle pensez-vous? Et pourquoi? Ce sont des questions que nous posons à nos élèves pour qu'ils puissent développer leur pensée critique et leur explication en résolution de problèmes. Donc, nous allons faire passer maintenant à l'expérience. On va voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez ici, j'ai changé une seule variable, mais tout de suite, j'imagine que vous pensez que combien de variables on peut changer, hein? On peut changer plusieurs variables. Imaginez que juste avec cette expérience, on peut passer plus de 360 différentes expérimentations. Vos élèves ont le choix. Donc, comme vous voyez ici, nous avons fait pousser notre plante. On a eu besoin d'eau. Et laquelle est la plus grande? Ah, tiens, c'est celle qui est dans la lumière, qui n'est pas complètement pleine lumière, il y a mi-lumière. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé ici? Que pensez-vous que vos élèves diraient qu'il se passe ici? Alors, comme vous voyez ici dans la simulation, on peut appuyer sur le bouton Data, les données, et avoir toutes ces informations en forme de données mathématiques. Donc, en même temps, vous allez voir ici que nous avons des données qu'on peut exporter vers Excel ou on peut aussi prendre des photos avec notre outil photo ici, ce qui nous permet de faire créer une relation entre, par exemple, un graphique de barre avec la croissance d'une plante, la taille, la hauteur d'une plante. Et donc, on peut passer aussi de la taille de la plante à la masse de la plante. Donc, on peut regarder ici qu'est-ce qui se passe. Donc, vous voyez que c'est une façon très rapide pour créer ces liens dans la tête de vos élèves, expliquer c'est quoi un graphique à barre versus la croissance d'une plante, très rapide. Et si vous downloadez, téléchargez votre donnée ici vers Excel, c'est ce que je vais faire tout de suite et vous allez voir, je vais donc avoir un document Excel, donc je peux recréer le graphique en même temps. Et donc, voilà une façon rapide
de pouvoir démontrer quel est un gizmo. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est tout le travail qui a déjà été fait pour vous et qui va vous permettre de faire toutes ces activités-là rapidement. Donc, bien sûr, avec cette expérimentation, nous pouvons changer, nous pouvons modifier les expériences et en fait, rajouter du fertilisant, enlever le fertilisant, peut-être voir si les résultats sont les mêmes pour les tomates et les turnips. Et donc, vous voyez ici, c'est très rapide pour nous de recommencer une expérience et on peut répéter et voir si on a le même résultat une deuxième fois ou une troisième fois. Parce que pensez-y, on peut avoir le même résultat ou pas à chaque fois qu'on répète l'expérience. C'est très important de savoir cela. Donc, maintenant, on l'a répété et on va voir des résultats un petit peu différents, mais les mêmes tendances. Donc, je vais vous démontrer maintenant les questions d'évaluation qui sont juste en bas. Moi, ce que j'aime faire avec ces questions, c'est les prendre et les modifier, mais vous pouvez les utiliser telles quelles. Et quand vos élèves répondent à ces questions, vous allez avoir les résultats directement dans votre classe. Nous allons maintenant regarder qu'est-ce qu'il y a comme information sur la leçon. Donc, si on regarde ici les leçons, nous avons donc les guides de l'enseignant. Et si on clique sur le guide de l'enseignant, nous allons pouvoir avoir ici un guide de l'enseignant en français, comme vous pouvez voir ici. Et nous allons avoir les objectifs de la classe. Les objectifs de la classe sont déterminer ce dont une graine a besoin pour devenir une plante saine, explorer les effets de l'intensité lumineuse, des niveaux d'eau et des additifs du sol sur la croissance des plantes, et concevoir une expérience contrôlée pour étudier une question. Ensuite, on veut recueillir des données provenant de plusieurs essais et analyser les données à l'aide de tableaux et de graphiques. Donc, vous voyez, vous avez le vocabulaire qu'on va utiliser ici, un aperçu de la leçon. Et une chose qui est très intéressante, c'est que vous allez toujours avoir au moins 2 ou 3 activités. La façon dont nous organisons les activités, c'est comme ça. L'activité A va toujours être la plus simple. Et l'activité B sera un petit peu plus complexe, ainsi que l'activité C. Donc, c'est à vous de voir où vous allez aller avec vos élèves. Peut-être qu'avec certaines classes, vous resterez ici. Et peut-être qu'avec d'autres, vous leur donnerez l'opportunité d'aller jusque-là. Donc, activité C, les élèves créent leurs propres questions, puis conçoivent une expérience pour y répondre. Donc, vous voyez, ce sont des capacités dont ils auront besoin. Et s'ils commencent à utiliser cette méthodologie maintenant, ils n'auront aucun problème plus tard dans les classes plus avancées de maths et sciences. Alors, nous avons même une séquence qui a été suggérée ici. Par exemple, que faire avant d'utiliser le gizmo? Si vous voulez commencer par introduire ce concept, nous vous proposons une petite activité. Par la suite, on fait l'activité gizmo et chaque activité prend 10 à 15 minutes, ce qui vous permet d'organiser votre temps. Puis, j'aime beaucoup cette partie, c'est là où on a des questions de discussion. Donc, c'est là où on va avoir une opportunité de vérifier s'il y a une compréhension, une pensée critique chez vos élèves. Et ce sont des questions qu'on inclut dans tous les gizmos à travers les 550 gizmos. Bon, maintenant, nous avons fait l'activité. Est-ce qu'on voudrait la faire dans la vraie vie? Une possibilité, c'est de cultiver vos propres plantes et voir si votre résultat expérimental répond à ce que vous avez dans la classe, dans le résultat des gizmos. Bien sûr, c'est toujours plus difficile de contrôler la quantité d'eau, la quantité de lumière si on doit faire ça avec nos élèves. Nous l'avons tous fait quelque part dans nos classes avec des résultats dépendant des élèves, disons. S'ils oublient de donner de l'eau à leurs plantes ou de les sortir et les mettre dans la lumière ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des problèmes, mais ça prend 3 à 6 semaines en général pour avoir ces résultats. Mais c'est quand même une expérience intéressante parce qu'on peut retourner et penser qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer la prochaine fois. Nous allons vous donner un contexte scientifique, bien sûr, et un lien vers la vie réelle, parce que ça, c'est très important. Une des questions que nous avons tous eues dans notre vie avec nos élèves, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train d'étudier ceci? À quoi ça va nous servir dans la vie de tous les jours? Et donc, une des façons, c'est de commencer par un concept dans la vie réelle, une application dans la vie réelle, et par la suite, introduire le concept. Nous vous donnons une idée ici si vous voulez l'utiliser. Nous avons aussi créé des ressources sélectionnées
sites web où vous pouvez aller plus loin dans le concept. Par exemple, si vous voulez faire plus de composting, si ça vous intéresse, ou peut-être vous voulez faire du jardinage. Donc, nous avons vérifié ces sites pour s'assurer que les informations données sont correctes. Comme vous savez, en ligne, il y a beaucoup d'informations. Certaines ne sont pas vraiment très bonnes. Peut-être que même vous voulez aller plus loin et vous voulez travailler avec d'autres gizmos. Nous avons une liste ici d'autres gizmos qui correspondent au même concept, mais un petit peu plus avancé. Donc, si vous voulez faire une mesure, par exemple, comment faire des mesures, ça c'est une façon de faire des maths. Peut-être la germination, si vous voulez travailler sur la germination, vous pouvez aller à ces gizmos tout de suite à partir de cette page. Ça, c'est un aperçu de votre compte du professeur, mais que voient les élèves? Les élèves ont un document comme ceci dans lequel nous allons commencer par leur créer des activités. Alors, on avait posé une première question. Est-ce que les graines ont besoin d'eau pour pousser? Comment est-ce que vous pourriez prouver que les graines ont besoin d'eau pour pousser? Alors, vous allez commencer par former une hypothèse, vous allez configurer votre gizmo, vous allez avoir une expérience que vous allez faire, vous allez recueillir les données et vous voyez ici, tout est guidé. Vous pouvez le changer, vous pouvez rajouter des étapes, vous pouvez enlever des étapes, c'est à vous de voir. Vous pouvez tirer des conclusions, réviser et répéter. Donc, vous voyez rapidement comment est-ce qu'on crée une activité. Activité B, comment la quantité de lumière affecte-t-elle la croissance des plantes? Là, on fait, il y a 30 secondes, assez rapidement. Donc, vous voyez comment c'est une page de questionnement guidé que vous pouvez changer, modifier, améliorer, rajouter. À vous de voir ce qui fonctionnera pour votre classe. Passons à un autre gizmo. Tous les gizmos sont faits de la même façon. Donc, ce que je voudrais faire, c'est passer à un autre gizmo. Peut-être qu'on peut explorer quelque chose comme l'eau, le concept de l'eau. D'où vient l'eau? Le cycle de l'eau. Donc, si je mets le mot de l'eau ici, je vais le mettre en anglais, ça va me chercher eau, ça va me trouver toutes les questions qu'on a autour de l'eau. Donc, si je vois ici, nous avons un cas d'étude des gizmos, ça c'est pour les étudiants un petit peu plus avancés, qui sont peut-être en secondaire plutôt qu'en primaire. Ce cas-là, cette crise de l'eau, c'est pour plutôt le primaire. Et nous avons le cycle de l'eau. J'aimerais bien aller voir le cycle de l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a les phases de l'eau, il y a la pollution. Donc, nous pouvons regarder tous ces concepts ensemble. C'est à vous de voir en niveau. Vous commenceriez, dépendant du grade dans lequel vous êtes, regardez dans votre classe, disons si vous êtes en 5e ou en 6e année, quels sont les gizmos qui correspondent. Celui-là, par exemple, c'est un gizmo de 5e année. Et nous allons aller dans le cycle de l'eau. Donc, quand on regarde le cycle de l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Contrôler le parcours d'une goutte d'eau au cours de son cycle de l'eau. De nombreuses alternatives sont présentées à chaque étape. Déterminer comment l'eau se déplace d'un endroit à l'autre et apprenez comment les ressources en eau sont réparties en ces endroits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ce gizmo fonctionne. Vous, de nouveau, vous avez le guide de l'enseignant, la fiche d'exploration de l'élève, les réponses, la fiche de vocabulaire. Et nous avons ici, nous n'avons pas traduit cela, mais c'est très facile à traduire. Nous avons même une leçon qui nous a été offerte par un enseignant en Calgary qui a trouvé une leçon ici spécifiquement, qui a utilisé ce gizmo pour créer sa propre leçon sur le cycle de l'eau, mais qui a utilisé l'exemple de sa ville en Calgary. Donc, on va lancer le gizmo et nous allons commencer à voir comment ça fonctionne. Quand vous lancez votre gizmo, vous allez voir, vous avez accès à quelques outils. Vous avez des outils ici qui sont comme des petites flèches que vous pouvez utiliser. Vous pouvez prendre une photo de tout votre écran. Mais des fois, ce que je vous conseille, c'est d'enlever le son parce que ça peut être assez bruyant quand on fait plein de petits clics comme ça sur l'écran. Alors, nous allons ici la simulation et ici, c'est le parcours. Alors, comment est-ce que nous allons commencer? Par où on va commencer? C'est à vos élèves de choisir ou à vous-même. Et si vous avez le choix, vous pouvez dire, nous allons peut-être commencer par la neige, n'est-ce pas? Donc ici, on a la neige. Et à partir de la neige, si on suit une goutte d'eau qui vient en fait de la neige, où est-ce qu'elle va aller? On peut aller vers des lacs peut-être.
OK, on va aller dans les lacs. À partir des lacs, où est-ce qu'on va aller? Disons que ça va aller dans le sol et de là dans la végétation. Et peut-être que nous allons manger certains légumes qui viennent de là. Et donc, nous allons utiliser, donc nous allons continuer comme ça. Et vous pouvez faire le choix. De là, nous allons peut-être aller dans les rivières. Peut-être que des rivières, ça va aller dans des nous allons on commence continuer à choisir comme ça et on va aller on va aller maintenant dans l'atmosphère, les nuages et la neige de nouveau. Et donc là, tout d'un coup, nous avons un cycle de l'eau, un cycle d'une goutte d'eau. D'où est-ce qu'elle est allée d'un point à l'autre et nous pouvons l'exporter et le choisir. Donc, c'est une façon de laisser chacun de vos élèves à découvrir quelles sont toutes les sources d'eau et quel est le mouvement d'une goutte d'eau à travers notre système. Donc, c'est très facile pour vous de visualiser quelque chose comme ça et de leur permettre d'explorer ce compte. Bien sûr, nous avons les questions d'évaluation qui sont à la suite, comme nous avons parlé, et toute la leçon qui existe ici à travers le guide de l'enseignant, la fiche d'exploration de l'élève et la fiche de vocabulaire. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose un petit peu plus avancé. C'est comment créer un exemple de projet. Et si on avait un projet comme celui-ci, moi, ce que j'ai choisi comme exemple de projet, la gestion de l'eau. Donc, nous allons faire un exercice comme ça. Si votre projet était votre objectif, et ça c'est très bien pour donner à vos élèves comme exemple, votre objectif c'est de concevoir un système d'approvisionnement en eau alternative pour un village sans eau courante. Donc si vous avez un village qui n'a pas d'eau courante, comment est-ce qu'on pourrait créer un système d'eau pour ce village? Donc nous avons quelques questions pour commencer. Et de nouveau, dépendant de l'âge de l'élève, de la classe que vous avez. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment général. Et donc, je vais aller juste au milieu pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi on parle. Donc, vous allez commencer par des questions telles que comment utilisez-vous l'eau tous les jours? Nommez au moins 3 façons, par exemple, pour se laver, pour boire, pour nager, pour faire la vaisselle, pour laver les vêtements. D'autres questions seraient peut-être, d'où vient l'eau alors? D'où est-ce qu'elle vient? Quel type d'eau pouvez-vous boire? Est-ce que vous pouvez boire de l'eau salée? Pourquoi? Quelle quantité d'eau est disponible sur la Terre? Quelle quantité d'eau buvez-vous? Et des questions similaires, vous pouvez en créer. Comme vous voyez, le cycle de l'eau est une très bonne façon pour commencer à enseigner ces questions. Et l'autre qui est très bien, ce sont les phases de l'eau. Ce sont 2 gizmos que nous pouvons utiliser pour expliquer ces concepts. Donc, si vous voyez, vous allez travailler le gizmo qui s'appelle le cycle de l'eau, on va vous donner plusieurs idées, ainsi que ces genres d'idées. L'idée de combien d'eau il y a dans le monde. Donc, si on regarde l'eau dans le monde, la rareté de l'eau dans le monde représente en fait aujourd'hui la plus grande menace pour la société. Selon le Forum économique mondial, dans le monde, 1,1 milliard de personnes vivent sans accès à de l'eau potable et des milliards d'autres sont en danger en raison de conditions insalubres, de manque d'infrastructures, etc., etc. Et donc, le problème est que bien que la majorité de la Terre soit couverte d'eau, très peu d'eau est potable et très peu d'eau est accessible. Donc, si on regarde ici, j'ai mis 2 exemples de pancartes, vous pouvez choisir les vôtres. C'est incroyable quand très peu d'eau est disponible. Donc, 2,5% de l'eau qui est disponible à boire est vraiment de l'eau potable, de l'eau qui est disponible est en fait potable. Donc, vous voyez qu'on n'a pas accès à beaucoup d'eau en général. On est chanceux au Canada parce qu'on n'a pas ce problème-là de la même façon qu'ailleurs dans le monde, mais si on prend une vision plutôt globale du monde, vous allez voir qu'on n'a pas assez d'eau disponible pour tout le monde. Et donc, vous pouvez commencer par donner un graphique tel que celui-là, où on a une estimation de la distribution d'eau. Par exemple, ceux qui viennent des océans, ceux qui viennent des puits, etc., des lacs, etc., etc. Donc, c'est une autre façon pour vous de présenter ces données. Vous pouvez trouver des exemples comme ça partout. Et les recommandations qu'on vous donne, les
les liens qu'on vous a donnés dans la leçon du professeur vont vous donner accès à ce genre de recherche. Je vais revenir à un niveau un petit peu plus bas et je vais poser la question à mes élèves pour qu'ils puissent commencer à y penser. Quelle est la quantité d'eau que j'utilise moi-même dans ma vie? Donc, une fois qu'on a vu qu'on a plusieurs façons d'utiliser l'eau, peut-être qu'on peut utiliser l'eau on peut demander à nos élèves d'aller calculer l'eau qu'ils utilisent eux-mêmes, peut-être avec leur famille, peut-être même dans la classe, et on peut rajouter un petit peu de maths. C'est une question de quantifier l'eau qu'on utilise et créer un graphique pour essayer de montrer, peut-être même par pays. Peut-être qu'on a des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas vécu toute leur vie au Canada. Moi, j'ai des amis et de la famille qui habitent partout dans le monde et qui ont un accès différent à l'eau dépendant d'où ils viennent et d'où ils vivent. Donc, ce serait une question intéressante à rechercher. C'est à vous de voir. Je vous donne juste une idée ici. Par la suite, une fois qu'on a calculé les besoins, par exemple, de ce village, vous allez pouvoir, à ce moment-là, discuter de quelles sont les sources d'eau auxquelles on a accès. Si on n'a pas accès, par exemple, à de la pluie, quelle autre source d'eau avons-nous? Rainwater ou la pluie, par exemple des eaux usées, les eaux de pluie, les océans, les lacs, les rivières. Mais comment accéder? Par exemple, si on a des océans, l'eau est salée, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut la boire? À quoi servirait notre eau qui vient des océans? Si on a accès à un lac, si on a accès des eaux des puits, est-ce qu'on peut l'utiliser? Quel serait l'usage parfait pour cette source d'eau? Donc, vous voyez comment on peut créer un petit projet comme ça rapidement. Et vraiment, c'est quelque chose dont on a besoin de très bien connaître. Sinon, nous allons avoir des problèmes avec l'eau dans le futur. Et donc, c'est une façon de sensibiliser nos élèves à un projet tel que celui. Maintenant, pour créer un projet, je vais vous donner quelques étapes rapides. En fait, la première étape pour commencer à créer un projet STEAM, ce que je vous conseille tout de suite, c'est de commencer avec un problème du monde réel, comme je viens de faire ici. Explorer une question locale ou trouver une solution innovante à un problème de votre choix, comme par exemple la pollution de l'eau, la conservation de l'énergie, etc., etc. Donc, c'est à vous de déterminer un projet. Si vous voulez créer un projet vous-même, une première étape est de choisir quel problème nous voulons vraiment résoudre. Numéro 2, déterminer les contraintes et les critères, les contraintes du projet. Parce que on n'a pas ni les budgets, ni le temps nécessaire de faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc, il faut leur donner à nos élèves des objectifs, des limitations, des restrictions, afin par exemple, des coûts de matériaux, s'ils veulent créer un projet, par exemple, de nettoyage des océans. Donc, nous n'avons souvent pas le matériel nécessaire, ni les budgets nécessaires pour construire ce que nous voudrions construire dans les temps qu'on a. Donc, ce serait très important de leur donner ces contraintes, ces limitations, afin qu'ils puissent produire un projet dans les contraintes qu'on leur donne. Numéro 3, il faut vraiment, ce que je vous conseille de faire, c'est identifier les étapes du processus de conception. Donc, comme vous voyez ici sur mon écran, vous pouvez avoir identifié le problème, effectuer les recherches, rechercher des idées, planifier, créer, tester et évaluer, réfléchir et échanger. Quand il s'agit d'effectuer des recherches, les gizmos vont venir ici, vont être à votre disposition pour pouvoir explorer différentes solutions et pour tester, donc comme un petit laboratoire virtuel qui vous permet de minimiser vos coûts et de maximiser les expériences. Par exemple, si vous voulez savoir comment envoyer un objet vers la Lune, par exemple, il faut avoir calculé, vous pouvez toujours faire des calculs disons théoriques, mais dans les gizmos, vous avez une façon de les faire. Vous avez une façon qu'on appelle la vitesse pour sortir de la gravité de la Terre et un calcul qui peut se faire. Mais en même temps, vous pouvez changer, ce qui est intéressant, vous pouvez changer la gravité de la Terre, vous pouvez changer la taille de la Terre, vous pouvez changer toutes les différentes planètes. Donc, ça vous permet de faire des expériences que vous ne pourriez pas faire autrement. Et finalement, ce que je vous conseille très fortement, c'est de créer un calendrier avec des objectifs spécifiques pour s'assurer que vous allez avoir une solution à temps. Souvent, ce qu'on voit quand les élèves produisent un projet, c'est qu'ils n'ont plus le temps nécessaire pour le faire.
Donc, il faut vraiment créer un bon calendrier. Si vous voulez avoir juste 3 semaines, trouvez un projet qui ne durera que 3 semaines. Et donc, mettez ça dans les contraintes, ainsi que trouver un plan adopter un plan qui va être efficace et qui va être vraiment réel. Parce que souvent, on se dit, on va faire ça dans 3 semaines, mais en fait, on a 3 heures de cours. Impossible. Donc, il faut planifier peut-être des heures après l'école ou pendant la fin de semaine, donner des devoirs à la maison, si vous voulez. Mais il faut vraiment trouver une façon de travailler. Et ce que je vous conseille quand vous faites ces projets, de toujours les faire en équipe. Parce que si vous n'allez pas favoriser le travail d'équipe, vous n'allez pas avoir une opportunité de développer les capacités de collaboration et de communication des idées qui, en fait, sont très importantes et même clés pour nos élèves. Quand nous travaillons avec des industries, des directeurs d'industrie, ils nous disent souvent que le plus grand problème qu'ils voient dans les employés qu'ils engagent, c'est qu'ils n'ont pas assez de capacité de communiquer leurs idées, ni de vraiment d'avoir une excellente collaboration. Et donc, si nous commençons à développer les capacités de collaboration et de communication à un âge très jeune, nous sommes en train de les préparer pour ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que nous avons en plus créé pour essayer de vous encourager et d'encourager le reste du monde à travailler avec des projets. Nous avons créé quelque chose qu'on appelle la compétition globale Gizmos. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment y accéder. Donc, je vais vous montrer 2 secondes. Je vais vous amener ça devant votre écran. Et ce que vous allez voir, c'est que la compétition globale Gizmos va être très facile à travailler. Je vous montre l'écran dans 2 secondes. Voilà. Et donc, vous arrivez ici à notre compétition globale. Et donc, vous allez voir que notre but, c'est de créer un projet comme celui-là, comme je viens de vous montrer, basé sur les gizmos, mais aussi sur les SDG, qui sont les Nations Unies ont créé certains buts pour la solution des problèmes mondiaux. Et je vous conseille de regarder ici leur site web pour voir ça. Mais pour commencer cette compétition, vous allez choisir votre pays. Comme vous voyez, c'est une compétition mondiale. Donc, nous avons des projets d'étudiants à travers le monde. Et si on clique ici sur le Canada, vous allez voir, cette compétition mondiale, c'est né dans la 2e année. Et l'année dernière, nous avons eu plusieurs élèves du Canada, plusieurs équipes du Canada qui sont arrivées jusqu'au final, au niveau mondial. Donc vraiment, nous vous encourageons fortement de participer. Comme vous voyez ici, nous avons créé la compétition à plusieurs niveaux, donc de l'élémentaire, du primaire au secondaire. Tous les règlements et les formules sont ici pour vous voir. Et le truc à savoir, c'est que la date limite, c'est le mars 31 2025. Donc, vous avez plein de temps pour vraiment participer et pour apprendre comment le faire. Nous allons en plus, si vous enregistrez ici, nous avons une forme ici, formule d'enregistrement, et nous acceptons les présentations en français, en anglais, nous acceptons en espagnol. Nous avons des juges à travers le monde qui sont capables de faire la différenciation, de parler différentes langues et donc on accepte en français, en anglais et en espagnol. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous n'avez qu'à remplir ce formulaire et vous allez être invité à une présentation spécifique pour les gizmos et nous allons vous offrir plein d'aides. Donc, si par exemple, vous décidez de participer, tant que vous êtes dans la compétition, vous aurez un accès gratuit aux gizmos parce que nous voulons vraiment avoir cette base de données, de projets. Et comme vous voyez, si vous allez aller jusqu'en bas ici, vous allez avoir des projets des années auparavant que vous pouvez accéder. Et même si ça vous intéresse pas de faire vraiment un projet, mais vous voulez avoir accès à des idées d'activités STEM qui sont plutôt courtes, ici vous allez avoir une liste d'à peu près 70 pages d'activités gizmos que vous pouvez faire au niveau STEAM. Donc, nous, ce que nous voulons encourager surtout, c'est que vous fassiez du STEAM, que vous incluez le STEAM dans votre classe et que vous trouviez une façon de préparer vos élèves pour ce futur dont nous savons sera absolument nécessaire d'avoir les capacités STEAM que nous voulons ou que nous ne voulons pas.
Et donc, c'est à nous de préparer ces élèves afin soient toujours disponibles et prêts à travailler dans ces domaines dans le futur. Donc, en revenant ici, c'est pour ça que nous avons créé cette petite présentation pour vous. Et si vous avez des questions, vous n'avez bien sûr qu'à communiquer avec nous. J'ai inclus ici dans cette présentation que je vous enverrai toutes les informations nécessaires sur comment utiliser les gizmos, incluant des meilleures pratiques. Donc, comment encourager l'usage dans la classe. Ce que je vous montrer ici, qui est le plus important, c'est de vraiment considérer la dynamique de groupe de la classe et de poser des problèmes en suggérant, de décomposer les problèmes en suggérant des étapes à suivre. Très important de donner accès à vos élèves. Une fois que les gizmos sont dans les mains de vos élèves, vous allez voir, ça va être très facile de garder leur intérêt. Si vous comptez juste planifier une leçon, je vous conseille de commencer par choisir un concept qui vous intéresse, que vous allez travailler. Regardez s'il y a, à travers ce concept, par exemple de maths ou sciences, trouver les corrélations avec votre curriculum, tel que je vous ai montré au début, et planifier comment vous allez l'intégrer. Est-ce que vous allez le faire en classe entière? Est-ce que vous allez le faire en petits groupes? Qu'est-ce que vous allez faire dans votre classe? Par la suite, vous allez étudier le matériel pédagogique vous allez consulter le matériel pédagogique qu'on vous donne pour la planification. Par exemple, est-ce que vous allez introduire avec une activité? Est-ce que vous allez tout de suite sauter dans le gizmo et leur démontrer? Est-ce que vous allez avoir des petites questions, des discussions au tout début, par la suite faire l'activité, puis revoir ces questions de discussion? Vous allez avoir plusieurs choix et vous pouvez bien sûr modifier tous les gizmos. Et bien sûr, après, je vous conseille très fortement une réflexion pour qu'on puisse savoir comment améliorer l'expérience pour vos élèves la prochaine fois. Donc, bien sûr, commencez par une activité, utilisez au moins un gizmo dans les 2 semaines suivantes, collaborez avec vos collègues, vous pouvez leur donner le code que je vais vous donner tout de suite et vous pouvez le partager avec eux et inscrivez aussi vos étudiants aussi vite que possible. Et donc, avec ceci, je voudrais vous dire merci beaucoup et si vous avez des questions, je suis prête à les répondre. Nathalie? Oui, merci beaucoup, Suzanne. J'espère qu'on va voir des étudiants de l'Ontario qui vont faire des projets pour la compétition STEAM, surtout en français, ça serait super. J'aimerais beaucoup parce que j'ai déjà plusieurs juges qui viennent de France et qui seraient très intéressés à voir les projets qu'on aura en français ici à travers le Canada, mais particulièrement en Ontario. Oui. Merci et j'espère que vous avez trouvé ce webinaire très utile. Et si vous avez des questions, Suzanne est très, très facile à écrire et à répondre. Elle est super, super sympa. Elle va toujours t'aider s'il y a quelque chose dont tu en as besoin. Et avant qu'on parte, j'aimerais bien vous inviter seulement pour vous rappeler que le 13 novembre, dans un mois et demi, on va voir l'Abso Illumine. À Abso Illumine, on va avoir encore Explore Learning qui va faire des séances avec les gizmos si vous êtes encore intéressé. Et les inscriptions sont maintenant ouvertes. Alors, si vous êtes intéressé et si vous appartenez à une conseil scolaire française, m'envoyez un petit email parce qu'on a des fonds pour faciliter votre participation aux conférences. Aussi, restons connectés avec nous. Vous avez l'InfoSTEAM qui vient de sortir et l'InfoSTEAM notre newsletter qui va sortir tous les mois, j'espère, pour vous donner toutes les informations sur des ressources françaises pour vos classes. Alors, avec ça, je vous remercie encore une fois, Suzanne. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie et je viens de mettre dans le chat le code pour accéder au Gizmo pendant 90 jours. C'est un code spécial pour les enseignants qui viennent avec Stéo. Et donc, c'est à vous vous pouvez le prendre à partir de cela. Nous pouvons aussi l'inclure avec votre courriel que vous aurez envoyé, mais ce sera ouvert à tous ceux qui n'ont pas accès à Gizmos, qui viennent à cette séance, qui voudraient avoir accès. Si dans votre école, vous êtes là et vous voulez le partager, c'est correct. Mais Merci. j'aimerais bien beaucoup vous remercier Stéo, mais aussi surtout
Nathalie, pour tous vos efforts. Nous avons un but de vraiment développer les sciences et l'estime. Et ici à Explore Learning, ce qu'on veut, c'est vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler, à discuter avec nous et on espère pouvoir vous voir à la conférence le 13 novembre. Merci, Suzanne. Merci. Au revoir tout le Merci. monde.